dans le quartier 25. Non, c'est pas vrai. Prendre le ton des annonceurs de télé. Alors, les nouvelles de l'été qu'on a manqué ou que. Écoute, je suis reculé jusqu'au mois de juin et j'ai fait tout ce que j'ai vu. Fait que j'ai fait le tour. J'ai ressorti ce qui, moi, venait. Puis évidemment, quelqu'un d'autre aurait fait la même affaire. Alors, il ne serait pas arrivé avec les mêmes nouvelles, on s'entend. Ouais. Mais voici les nouvelles qui ont retenu mon attention pendant l'été. Donc, première chose, Patrice, le Japon est sorti des disquettes le 28 juin 2024. Oui, j'ai vu ça passer, oui. OK. Le premier ministre du Japon avait fait une promesse en disant que, hey, là, c'est fini les fax, c'est fini les niaiseries de, tu sais, on va se mettre à la goût du jour, les ministères vont s'ajuster, tout le monde va s'ajuster, on se met une date, vous me lâchez ça, puis tous les appareils qui nécessitaient des disquettes, c'est fini. Donc, Sony, l'entreprise japonaise qui produisait encore, mes amis, des disquettes, a cessé le 28 juin 2024, car au Japon, ils n'en ont plus de besoin. Alors, ceux qui veulent encore des disquettes, il reste un monsieur un peu fou, là, à un moment donné, je vais retrouver ce gars-là. Là, je pense qu'on en avait déjà parlé, Patrice. Il y a un monsieur qui a acheté tout ce qui existait en disquettes sur la planète. Il y en a pour des centaines de milliers de disquettes. En dehors de ce monsieur-là, là, vous êtes dans le caca. Il n'y en a plus. On ne pourra plus mettre nos Boeing 737 à jour. Non, Hey, ça, on c'est pourrait sûr. s'en débarrasser, VA2, sérieusement. Les Boeing ne sont pas très en mode de ce temps-ci. Non. Alors, prochaine nouvelle, Patrice. Trade fête sa première année au mois de juillet. OK, attends une minute. OK, les chaînes à suivre, c'est là celle qui a eu 0 de mention de chaîne. Ouais, c'est ça, ceux que personne ne suit. Oui, c'est ça qu'on va. Trade, le 5 juillet 2023, voyait le jour. On compte 175 millions d'abonnés. Alors, Meta, la société derrière Trade, qui voulait faire clairement compétition pas à Facebook, à Twitter, à X. C'est en demi-teinte, Patrice, parce que les gens qui ont rendu le rapport chez Meta ont dit oui, on a des beaux chiffres, 175 millions, mais ils n'ont pas rendu public combien ils avaient d'utilisateurs journaliers. Et il y a une différence entre avoir un compte sur Thread et y aller journalièrement pour écrire des choses. Et il y a beaucoup de gens qui ont créé un compte dans la hype du « Hey, il y a un nouveau média social ». Et ça s'est calmé un peu. Ils ont ouvert le marché à l'Europe dernièrement là, pour la France, ces choses-là. Ça a fait chialer beaucoup les Québécois. Parce que là, soudainement, la France arrivait dans le lot. Et là, mais c'est qui ce putain-là? Et les Français, ils sont un peu de style, il n'y a personne d'autre que eux sur la Terre. Donc, quand tu parles un peu bizarre, que tu écris des termes qu'ils ne comprennent pas. Donc, la chicane, c'est un peu sur Thread pendant tout l'été. Mais c'est quand même un beau succès de là à dire est-ce que ça va remplacer X? Je ne crois pas, malheureusement. Est-ce que X va survivre, Patrice? Oui, mais... D'après moi, il va être vendu pour qu'il survive. Oui. Je pense que ce serait peut-être dans l'intérêt que Elon se départisse de X puis laisse la place parce que là, autre. Tesla fait de la pression pour que les actionnaires capotent, là, à un moment donné. arrêtent de faire ces niaiseries. Ben oui, ils perdent de valeur parce que l'autre niaise l'autre bord. Là. Fait que... Ouais, ça commence à chialer pas mal. Ouais. Lui, est-ce que tu as déjà entendu parler de lui, Patrice? Azim Manji. Non. C'est un super-héros du Québec méconnu. C'est le monsieur qui a inventé le mot courriel. Oh, qui est un très beau mot, un des très beaux mots qu'on utilise. À l'époque, début des années 90, le mot que les Français voulaient qu'on utilise, c'était le mail. Oui. Quand je dis mail, pas mail, M-A-I-L, M-E accent aigu L, mail. Le mail. Pour message électronique. Et ça faisait chialer pas mal de monde sur la planète parce qu'ils se disaient ça fait pas mal proche de l'anglicisme. Les gens vont se mêler, ça n'a pas d'allure. Et lui, le cher monsieur Azim Manji, il a été engagé auprès de l'UQLF, l'Office québécoise de la langue française, et son objectif, c'était de franciser le domaine technique. Donc, tout ce qui était dans le domaine de la tech, des entreprises, ces choses-là. Et il y a eu la merveilleuse idée de se dire, courrier
électronique, un peu comme l'idée. Ils ont fait ce qu'on appelle un mot valise, donc courriel. Et c'est d'ailleurs ce que fait naître le prochain mot qu'on utilise après ça, pourriel. Oui. Donc, c'est à partir de là. Et ce mot-là, courriel, s'est répandu comme un feu de poudre dans la francophonie à tel point qu'en France, en Afrique, dans tous les pays francophones, c'est le mot qui est utilisé depuis grâce à ce monsieur-là. Et ce monsieur-là, Patrice, il n'a pas arrêté là. Non. C'est lui qui a fait apparaître le E accent aigu sur les claviers d'ordi. Ah oui. Ouais. Il est allé chialer. Il s'est arrangé pour faire passer ça dans une loi. Microsoft a eu une entente pour que les claviers qui rentrent au Québec absolument, obligatoirement comprennent l'accent aigu. Ah oui. Donc, il a fait modifier les claviers pour avoir l'accent aigu, le chapeau pour le OU, l'accent grave, ces choses-là. Donc, c'est lui qui est responsable du clavier canadien-français. Puis c'est lui qui a fait que les SMS marchent. Ah oui. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il s'est pogné solide avec sa femme, Patrice. Il s'envoyait des SMS. Puis monsieur, comme il travaille à l'Office québécois de la langue française, tu comprendras que quand il envoie un SMS, il se revise 20 fois. Hein? Oui. Puis il n'oublie pas un accent dans son mot, puis tout ça. Puis sa femme, puis lui, il n'était pas avec la même entreprise. Lui était avec Bell, elle était avec TELUS. Puis elle ne recevait pas ses foutus SMS. Puis à cause de ça, ils se sont manqués dans une réunion qui devait se rencontrer à une heure précise, la chicane de poignée, pour se rendre compte que finalement, TELUS n'acceptait pas les SMS dès qu'il y avait des accents. Oh. Fait que le monsieur, il a fait ni une ni l'autre. Il a appelé les grandes entreprises. Vidéotron n'était pas là à l'époque, donc TELUS, Bell, Rogers. Il travaillait à l'époque, il ne travaillait plus pour l'OQLF, excusez-moi, il était rendu avec Protégez-vous. Donc, il faisait des articles, ces choses-là. Puis il les a menacés en disant « Qu'est-ce que vous diriez si je disais que les grandes entreprises du Canada sont contre la langue française et qu'à cause de ça, on ne peut pas envoyer des SMS? » Là, la mère de poignée, les entreprises, ils ont écrit, ils ont dit « Écoute, si tu sais comment régler ça, dis-nous-le. » Lui, comme il a un background d'ingénieur, il savait quoi changer. C'est une affaire de TF8. Mais oui, c'est ça. Là. Ce que j'ai, là, c'est une affaire un setting dans le serveur. Là. C'est ça. OK? Fait qu'il a dit à Bell Rogers, TELUS, voici ce que vous devez changer dans vos serveurs. Puis en quelques jours, c'était réglé, puis on n'avait plus de problème. Donc les Français n'étaient plus isolés. Ils pouvaient parler à des amis anglais sans qu'il y ait des troubles. Alors, c'est ce monsieur, ma gang de vous autres, qui vous a amené ça. Donc, monsieur Azim Manji, très humble comme monsieur, très peu connu, mais qui a fait beaucoup pour nous autres. Ça rappelle une chronique histoire, ça? Ben oui, c'est sûr. Mais c'est une nouvelle. C'est correct. Ça, Patrice, c'est un nouveau service de Google. Ah, je vois que j'ai fait une belle erreur. Google propose de surveiller gratuitement vos données sur le web. Donc, vous allez dans la section myactivity.google.com et vous rentrez vos données personnelles, donc adresse courriel, numéro de téléphone, vous avez le choix de rentrer ce que vous voulez. Et Google s'engage à aller chercher sur le le dark web tous les endroits où votre information va se retrouver. Ben, je t'ai pas parlé, c'est pour ça que je t'ai pas compris. C'est parce que j'arrête pas de dire Google. C'est vrai, hein, il était. Fait qu'il va chercher tous les endroits où il va trouver de l'information sur vous à partir de ce que vous a donné. Et ensuite, ça c'est hot, Patrice, Google gère la demande de retrait à votre place. Oh. Tu pèses un petit piton, puis ils prennent en charge la demande. Ils s'en vont sur le site et ils vont demander au site en question, notre client veut que ces données-là soient retirées. Et là, Google vous revient après un certain nombre de jours en disant ça a été accepté, pas accepté, ça s'en vient, ça va être réglé. OK. Donc, myactivité.google.com, allez faire un tour. Très, très intéressant. Ça va chercher vos données. Donc, ça, c'est une nouvelle qui a retenu mon attention. Ça, Patrice, tu peux pas ne pas avoir vu ça, CrowdStrike. Oui, j'ai vu ça. Oui. Le 19 juillet, la fin du monde. Ben oui. Le grand reset. Ouf. Ouais. Écoute, moi, j'avais eu un glimpse de ça
parce que je travaille au succès technique de Vidéotron et je termine à minuit. Et à minuit, je vois des conversations team apparaître dans ma gang qui, écoute, j'ai rebooté mon PC et j'ai un écran bleu. J'appelle le département technique le jour de ton anniversaire, Jeanne d'Arc. Et ouais, c'était intense. Ouais. J'appelle le département technique et là, la personne en question, il pense qu'on a été hacké. Nanana. Moi, je me suis couché sur ça. Bon, OK, il y a de quoi qui se passe. Mais tu sais, c'est pas inhabituel chez Vidéotron, dans n'importe quelle entreprise, d'avoir un bug. Là. Puis c'est un employé, 2 employés. Fait que tu sais, c'est pas à Correct. large. Ouais. Le lendemain matin, je me réveille et c'est la panique sur les chats de la job. C'est la panique sur LCN. C'est la panique partout. Tout le monde capote bien raide. Ben oui. Il n'y a plus un ordinateur qui reboot. Les ordinateurs bootent tous en écran bleu. Et là, méchant Microsoft. Ça, c'est à peu près 20% des ordinateurs mondiaux. Hein. C'est ça, 19-20%? Ah, c'est plus que ça, Patrice. Ah ouais? C'est 70% des PC qui ont été impactés. Impactés? OK. Ouais. Puis, tous les gens étaient sur l'impression que c'était de la faute à Microsoft. Ben oui, c'est sûr. C'est le premier Mais réflexe. ce que les gens ne savent pas, c'est que les grandes entreprises, puis quand on dit des grandes entreprises, on parle de multinationales. On Ouais, parle pas Canada, de puis... le fleuriste au coin de chez vous. Non, c'est ça. OK? CrowdStrike, c'est comme une solution antivirus. Mais c'est pas une solution antivirus à 29,99 par mois. Non, c'est 100$ par poste, là, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. C'est une affaire que, tu sais, tu as un contrat d'une couple de millions par entreprise, puis c'est pour surveiller des milliers de postes de travail. Ah oui. OK? Et ce système-là, CrowdStrike, vient se positionner dans le kernel. Le kernel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est au niveau informatique, c'est le noyau. Donc, c'est un ensemble de fichiers qui sont absolument nécessaires pour l'infrastructure de l'ordinateur. C'est le noyau principal, c'est le cerveau, c'est le cœur de Windows. Et CrowdStrike, ce qu'il fait, par une technologie qui lui est propre, surveille toute une modification au kernel. Donc, il est très, très impliqué dans le kernel. Il est très intriqué dans le kernel. Donc, il est presque comme un parasite par-dessus le kernel. Et par des algorithmes, par des systèmes de surveillance, détecte s'il y a eu une tentative de rentrer dans le kernel, de le modifier ou quoi que ce soit. Et dans le cas où ça arrive, il va protéger le PC ou les PC ou l'entreprise au complet. L'entreprise CrowdStrike n'appartient pas à Microsoft. Mais non. Elle a évidemment une entente avec Microsoft et les ingénieurs pour être capable de se rapprocher aussi près du kernel parce qu'ils ont fallu qu'ils se... On s'entend, Microsoft il a fallu qu'ils ouvrent des portes pour que les autres puissent arriver là. Eux font des mises à jour et la plupart des entreprises, quand ils font des mises à jour, il y a ce qu'on appelle un calendrier de déploiement. Donc, on a la version préliminaire. Après ça, on la teste en petits bassins à l'interne dans des serveurs fermés qui n'ont pas accès à l'extérieur. Après ça, on y fait passer un bench test. Donc, on évalue différents paramètres. Est-ce qu'on a la même stabilité qu'avant? Est-ce qu'on a ci? Est-ce qu'on a ça? Nanana. Donc, on a une batterie de tests. Puis, éventuellement, on arrive à l'étape du déploiement. Donc, on le déploie sur les systèmes. Et CrowdStrike est évidemment déployé en même temps que les mises à jour Windows, ces choses-là en background. Et l'entreprise a fait une grosse connerie, Patrice. Ils n'ont pas fait tous les tests et ils ont échappé une mise à jour qu'ils n'ont pas checké. C'est ça. Et la mise à jour était en problème. Elle avait des erreurs dedans. Et le système CrowdStrike a cru qu'il y a eu une modification sur le kernel et tout a jammé. Et comme c'est le kernel, ben l'ordi ne redémarre pas. Et là, je vous laisse imaginer, j'ai plus capoté qu'une mise à jour de Chrome qui a effacé tous mes mots de passe. Ouais, mais Zander, là, tu parles à un niveau personnel, mais je veux juste essayer de te mettre en contexte. Imagine que tu as une entreprise de transport d'autobus, OK? Et que là, le matin, en te levant, tu as des millions de messages vocaux sur ton téléphone. Et là, c'est la panique au bureau parce que tous les serveurs ont cessé de fonctionner. Ils sont tous en blue screen. Et ce que tu ne sais pas, c'est qu'en 2024,
il y a très peu de gens qui sont physiquement sur place où il y a les serveurs. Ben oui, c'est ça. Okay? Tu as un dude qui est assis sur sa chaise avec un ventilateur et un café qui surveille. Puis les 158 autres sont à la maison dans leur chez eux. Ils ont accès à distance aux serveurs. Puis c'est comme ça qu'on gère les serveurs. OK? Oui, bien 0 utilisateur domestique impacté. Ouais, non, les utilisateurs domestiques n'ont pas eu vraiment d'impact. Tout à fait. Non, effectivement. Alors, il faut imaginer que l'accès à distance ne marche pas. Là, il faut être sur place. Là, il y a pas qu'un de monde qu'il faut qu'ils se déplacent, aller au serveur. Autre problème, les gens qui travaillent en entreprise... Oh, je suis gelé. Oui, Patrice? t'es gelé, mais qu'on continue. Continue Je le suis son. encore là. Je peux changer de caméra. Oui, Ah, je suis revenu. Bon. Test. Par contre, j'ai perdu ma page. Ouais. Voilà. Alors, les gens qui travaillent en entreprise en télétravail, imaginez, leur ordinateur ne redémarre pas et la compagnie qui est en charge de gérer ton ordinateur à distance n'arrive pas à se connecter dessus pour être capable de l'arranger. OK, je vous épargne, là. Évidemment, Microsoft a publié une... OK, faites ça, étape 1, étape 2, retournez. Ça a été réglé. Mais bref, une catastrophe. Ça a coûté 60 millions en dommages, ce qui est quand même pas énorme par rapport à tout le trouble que ça a donné. Oui. OK. Manoche nous dit que Linux n'a pas été affecté, macOS n'a pas été affecté, évidemment. Là, c'est... CrowdStrike a évidemment été dévalorisé en bourse après ça. On ne se posera pas de questions. Et le chef d'entreprise a déclaré cette semaine, dernièrement, que, évidemment, ils avaient failé. Ils s'étaient complètement plantés sur les mises à jour. Et que là, il allait développer une nouvelle technique de mise à jour qui est utilisée par certaines entreprises, c'est-à-dire qu'ils vont déployer des mises à jour de manière, au lieu de déployer la mise à jour sur 100% du parc, ils vont y aller sur mise à jour, jour 1, 10%, jour 2, et on check 20%, oui. ainsi de suite, pour être capable de, s'il arrive de quoi, c'est pas 100% de la planète qui arrête de fonctionner du jour au lendemain. Évidemment. Mon Dieu. Il était temps. Mais tu sais, ces entreprises-là ont des façons de faire, puis de changer des façons de faire, même des fois, c'est dur. C'est dur. Puis même si on sait que ça peut faire du sens, non, puis il y a de la résistance au changement jusqu'à temps qu'il y ait une catastrophe qui arrive. Oui, non. Mais bon, ça va avoir appris. Puis ça apprend aussi à quel point on est interreliés sur tout plein d'affaires de nos jours. Prochaine news. La Maison-Blanche a fait pression sur Facebook, Patrice, pendant la pandémie. Oui. Donc, Mark Zuckerberg a fait une déclaration devant le Congrès en disant qu'il avait vécu énormément de pression de la part du FBI et des autorités en place de l'administration Biden pendant la pandémie, l'appelant à censurer tout, en fait, tout ce qui avait trait à la COVID, donc à la pandémie, à la santé, et aussi au cas de Hunter Biden. Pour ceux qui ont suivi le dossier Hunter Biden éblouissement, parce qu'il y avait un danger. Là, je vais vous donner ma position personnelle. Doit-on tout permettre sans rien censurer? La réponse, c'est non. On le voit d'ailleurs. Faites juste regarder X, c'est rendu une poubelle. Oui. C'est rendu hyper... Écoute, c'est dégueu, elle est là. C'est rendu quelque chose de tout croche. Par contre, tout ce qui roule sur de l'informatique peut planter... Oui, effectivement. Est-ce qu'on doit modérer du contenu? La réponse, c'est oui. Le problème, c'est que l'être humain n'est pas neutre. Forcément, un gouvernement, une entreprise ou quelqu'un va pencher d'un côté ou de l'autre et donc va créer une espèce de problème éthique éventuellement. Puis en tant que société humaine, on n'a pas encore résolu la question de comment on va modérer, pour certains, censurer le contenu pour éviter les problèmes. Et Mark Zuckerberg a déclaré que si c'était à refaire, il agirait pas de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contenus qui étaient dits humoristiques, qui avaient des demandes de retrait, qui probablement, dans l'état actuel des choses, laisseraient passer cette fois-là. Donc, il regrette la façon qu'il a intervenu, mais en même temps, à sa défense, c'était comme une première dans l'univers mondial. Rappelons que
Facebook date de 2008, Patrice. Là. Oui, c'est pas une entreprise. Fait que, non, c'est ça. Fait que là, évidemment, cette nouvelle-là a été reprise par les pirates de ce monde sur X en disant, vous voyez, Zuckerberg a avoué qu'il se censurait et nanana. Bref, c'est pas tout à fait ça qu'il a dit. Bref, c'est un peu plus nuancé que ce que les gens nous rapportent. Ouais. Ça, Patrice, Domino's a sorti une pub. Et ce que vous allez voir actuellement, Patrice, ça existe pour vrai. Oui, Donc, j'ai vu des ça. compétitions de ça, tu l'as vu toi aussi. Oui. C'est un vrai saut. Donc, c'est sûr qu'il y a des trucages de montage, des angles de vue. Ils l'ont repris 3-4 fois. On s'entend, ça a peut-être été filmé en 4 shots avant d'arriver là. Mais le Power Pack, le Jetpack que vous allez voir dans l'annonce existe pour vrai et fonctionne pour vrai. C'est très hot. Ta pizza est arrivée. J'espère que tu vas te donner un bon type. Ben oui. En passant, la Suisse est à l'étude pour utiliser ce système-là pour aller faire des sauvetages en montagne. Domino's s'est retiré de l'Italie. Grosse surprise. Fait que le jetpack, évidemment, on n'est pas à la veille de... Mais, au Canada, on est en train de regarder les régulations du système aérien. Aux États-Unis aussi, parce que, pour ceux qui ne savent pas, le ciel aérien, tout l'espace aérien est régulé. Donc, entre telle hauteur et telle hauteur, c'est les avions. Entre telle hauteur, c'est telle autre affaire. Oh, ouais. À tant de distance d'un aéroport, tu ne peux pas descendre en tant et tant de pieds, puis ainsi de suite. Donc, le corridor aérien est patrouillé avec des routes et des endroits où tu peux être, à des hauteurs où tu peux être. Et, un peu comme une bande passante pour un radio, il y a des espaces qui sont peu utilisés. Donc, la sous-couche en dessous des avions. Et là, ben, comment on peut réguler ça pour l'utilisation des drones de livraison, ces choses-là? Éventuellement, des hélicoptères personnels ou des drones personnels. Ouais. Est-ce qu'on va permettre l'utilisation de ça? Comment on va réguler ça? Est-ce que ça prend un permis spécial? Est-ce que ça va s'autoconduire? Fait que ça s'en vient. La réglementation est en retard par rapport à la technologie parce que les entreprises qui produisent des drones, ils ont tous prêt à les lancer sur le marché. Mais la législation n'y est pas encore. 150 mètres, c'est légal. Sauf que ça dépend où. C'est légal, mais dans le centre-ville de Montréal, 150 mètres, t'as bien des affaires. Ouais, c'est ça. Ça peut être compliqué. À 150 mètres à Saint-Lin, ça va super bien. T'as pas de défi. Là, autre chose, Patrice, Google et Microsoft consomment plus que 100 pays dans le monde. L'année passée, ils ont consommé à eux deux 24 térawattheures. Okay? Puis quand on parle de 100 pays, c'est pas 100 pays additionnés. La nouvelle est délibérément un peu trompeuse. Ils consomment plus que la consommation de 100 petits pays à travers le monde. Ouais, c'est 24 térawatts. Là. Oui. Pour vous donner un ordre de grandeur, le Québec consomme à peu près 163 térawattheures. Ouais. OK, fait que 24, c'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup pour des entreprises de la tech. Et sachez que l'intelligence artificielle, actuellement, c'est la folie furieuse. Et quand vous entendez les entreprises comme Hydro-Québec qui disent « faut qu'on fasse des investissements, il faut vraiment qu'on réussisse à s'accorder entre entreprises Hydro-Ontario, Hydro-C, il faut qu'on fasse des nouvelles routes », ils disent pas ça parce qu'ils ont le goût de faire du cash. Oui, ils ont le goût de faire du cash. Mais c'est parce qu'eux autres, ils savent ce qui s'en vient. Ben oui. Ils peuvent Et vendre. ça va être solide. Ils vont pouvoir vendre à l'extérieur leur électricité. Là. Exact. Fait qu'il faut qu'ils soient prêts pour ça. Et d'ailleurs, actuellement, ce qui freine un peu l'IA à travers le monde, c'est
la dépense énergétique et les coûts liés à l'implantation des serveurs, c'est complètement débile. La présentation du Pixel 9 est arrivée. Donc, Google a fait sa présentation la semaine passée ou la semaine d'avant. Donc, on va regarder la petite vidéo. People always say, It is what it is. until it isn't. I want to break Like, remember before AI when you had to type to search for things? I want to break Now you can just circle. Or when your smartphone wasn't really that smart. Sorry, I didn't quite get that. Until it had Gemini to help you do things like Put this. this list of restaurants on a map. Wait, seriously? It can do that? But can you talk to it like this? Can you teach me how to play Mahjong? No problem. Let's get started. Whoa, not bad. Okay, that's cool. But can it help design a cake for someone who loves space and gardening? I guess so. What about taking a photo and reimagining a whole new photo? That's wild. Man, remember when all phones pretty much did the same stuff? Until they didn't. Je vais vous le dire, il est très sexy, Patrice. Ouais. Il est très beau. Moi, j'ai un Pixel 8, donc qui est accroché derrière, là, qui me permet actuellement d'avoir l'écran 2 ici. Donc, c'est le Pixel 8 Pro qui vous donne cette image-là. Donc, il est sorti en 4 modèles. Ils en ont montré 3. Donc, le 9, le 9 Pro et le 9 XL. Alors, entre le 9 et le 9 Pro, c'est la même grandeur d'écran. Là, on parle d'une diagonale de 6,3 pouces, donc standard. Donc, c'est l'équivalent du 15 Pro au niveau du iPhone. On a une caméra de 50 mégapixels pour le 9. La même chose pour le Pro. La même chose pour le Pro XL. Par contre, pour la caméra téléphoto, si je ne m'abuse, on a 12, on parle de la RAM. 12 GB de RAM pour le 9, 16 GB de RAM pour le Pro et 16 GB de RAM pour le Pro XL. Et évidemment, les batteries sont pareilles pour le Pro et le 9. Par contre, le XL étant plus gros, la batterie, on parle de 4600 mAh pour les 2 premiers modèles, 5060 mAh pour le plus gros. Et Google a annoncé un Pixel Fold, donc un téléphone pliant. Il rentre dans la bataille et ne vous surprenez pas, Apple est dans la course aussi pour les téléphones pliants. Il y a de très, très, très fortes chances que le prochain iPhone 17, celui de l'année prochaine, on nous arrive avec un nouveau modèle en plus. Donc, je ne pense pas qu'Apple va remplacer sa gamme, mais va probablement rajouter une option pliante, foldable, qui va être présentée l'an prochain. Ouais, c'est fort. Je vous conseille fortement les pixels pour plein de raisons. On dit souvent Android vanille. Tu as déjà entendu ça, Patrice? Non. Android vanille, c'est un Android dépourvu de toutes les cochonneries que les fabricants de téléphones. Oui. Parce qu'il est fabriqué par Google, parce que Google, quand il développe le prochain système d'opération, passe un contrat avec un entrepreneur, LG, whatever, en disant voici les spécifications du prochain téléphone, on veut qu'il soit capable de faire telle chose, en ayant en tête leur prochain système Android, et ils vont le développer en fonction de ça, tandis que les compagnies comme Samsung, LG, Motorola rajoutent une surcouche. Et le pire, quand je disais le pire, c'est un peu péjorativement parce que Samsung fait quand même une très belle job en termes de surcouche là, avec son One UI, mais c'est la version la plus épurée. Et comme vous êtes près de Google, ben, vos mises à jour sont non-stop. Là. C'est ça. Il n'y a pas de danger. C'est un peu là. comme Apple. Ouais. Vous attendez pas. Pour ceux, moi, j'ai eu des Samsung Galaxy Note. Là, Android sortait la version 12 ou 10 en octobre. Puis en avril, mai de l'année d'après, on n'était pas sûr encore de Samsung allait nous donner les mises à jour. Fait que là, c'était comme 8 mois à regarder l'univers de la planète, avoir le droit de la nouvelle option Wow qui va venir un jour. Puis toi, parce que tu as un Samsung, tu ne l'as pas. Ouais. Tu n'as pas ce problème-là avec les Google. Et c'est le téléphone de l'intelligence artificielle. C'est mur à mur. Gmail, Google,
Calendar, modification d'image. Google Gemini, il n'y a plus l'assistant Google dedans. Oubliez ça, là, ça n'existe plus. C'est direct. Tu peux converser avec ton assistant. Fait qu'oubliez ça, l'époque où tu disais Google, et il ne m'a pas entendu, allume telle lumière. Mais là, tu peux lui dire, Google, pourrais-tu allumer ma lumière? Puis s'il te plaît, quelle température fait-il? Puis pourrais-tu aussi envoyer à maman? Il a tout compris. Oh, oui. On n'est plus là. Donc, c'est une belle révolution, une belle mise à jour. Puis, les téléphones ne sont pas super chers, les Google. Donc, les fournisseurs de téléphonie, en ce moment, ils vous offrent un paquet de rabais. Là. C'est le temps d'aller chercher votre téléphone. Donc, prochaine nouvelle. Patrice, c'est terminé pour mes nouvelles. On va aller. J'ai une petite nouvelle pour vous, Patricia. On en avait parlé cet hiver ou au printemps. Terro X à Laval, qui est un incubateur d'entreprises dans le domaine des technologies. Ils ont eu une première cohorte et de cette cohorte-là est sortie la compagnie Niosense. Niosense est une compagnie qui fait de l'optimisation de la route via l'intelligence artificielle pour des flottes de camions dans le transport. Ils ont eu la chance, grâce à TerroX, de bien peaufiner leur technologie, leur plan d'affaires, leur positionnement. Et ils ont eu la chance aussi d'aller dans Silicon Valley faire des présentations devant des entreprises de capital de risque, là, des VC. Ils ont pu côtoyer là, des gens là, qui, pour eux autres, ce n'est pas un problème d'investir 1, 2, 3 millions là, parce que le fonds d'investissement est tellement gros que c'est du souvent, ces entreprises-là, oui. ils ont des cinquantaines de millions investis, puis c'est ça qu'ils cherchent à longueur de journée. C'est ça. Donc, la première cohorte a été un succès et ils sont déjà en processus d'ouvrir les candidatures pour la deuxième cohorte parce que tu es là pour un temps défini, là, environ 1 an. Donc, c'est le fun que, là, je suis maintenant un Lavallois, c'est le fun de voir à Laval que Laval sont très forts là. Oui. Et ce qu'ils disaient, c'est que ce qu'ils veulent éviter, c'est que des entreprises créent des technologies, font de l'innovation ici à Laval et après ça, s'en vont au centre-ville de Montréal pour prendre l'expansion. Donc, l'idée, c'est de les garder On va leur donner de la place, on va vous aider. C'est ça. Donc, c'était ma petite nouvelle. Faut que je te donne un secret, Patrice. Vas-y. Moi, je suis presque né à Laval. J'ai vécu 25 ans. Ben oui. Ma sœur, il reste encore, d'ailleurs. Donc, je trouvais ça le fun là, qu'on refasse un suivi sur cette nouvelle-là qui était pas mal cool, qui favorise l'innovation pour des jeunes entreprises qui essaient de percer.